place de marché mesurait à plus de 80 décibels. C'est un environnement sonore quasi naturel. Ici, commerçants et clients interéchangent dès 8 heures du matin, et ce jusqu'à très tard le soir. Le seuil de tolérance de l'audition humaine aux nuisances sonores est évalué à 85 décibels. Au-delà, on a des conséquences sur l'ouïe qui peuvent être irréversibles en fonction de la durée d'exposition à ces bruits excessifs. Au-dessus de 80 décibels, il suffit de se placer sur la chaussée. Vous allez voir, tout le monde klaxonne. Le klaxon est évalué à 80 décibels. Un klaxon est déjà au seuil de la limite du bruit qui gêne l'audition humaine. De fait, c'est pratiquement tous nos environnements, urbains et semi-urbains, qui font cette expérience amère au quotidien. Le silence ailleurs est un atout recherché, convoité même. Dans nos rues et au creux de nos chaumières, par contre, le silence doit être rempli absolument. La nuisance sonore, en fait, c'est l'exposition au bruit qui dérange. Déjà, l'audition, on peut entendre à partir de 0 décibels. Les décibels, c'est l'unité de mesure des sons. Le bruit commence à être géré à partir de 70-75 décibels. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas vraiment de travaux qui ont été faits pour évaluer la nuisance sonore au Cameroun. Mais en se fiant avec des villes comparativement au même niveau économique que nous et d'autres plus évoluées, on peut caractériser Yaoundé ou la ville de Douala comme étant des villes très polluantes sur le plan sonore. 5 000 francs CFA, c'est le prix. 5 000 francs CFA, c'est le montant. Les nuisances à l'oreille, un modèle de cheval de Troie ici, qui nous donne accès à un univers aux 1000 possibles. La frontière entre ce qui vous paraît naturel, parfois culturel, et qui devient pourtant gênant, nuisible pour le voisinage, n'est pas clairement entendue de tous. Nous avons réalisé une étude à un moment donné dans les cités sikhes, à Douala et Yaoundé. Les cités sikhes par excellence sont des lieux où on pourrait se dire qu'on a affaire à la classe moyenne, à une classe citadine qui a eu le temps de s'imprégner des valeurs de la vie citadine. Et malheureusement, vous allez vous rendre compte que dans ces espaces, dans ces cadres de vie-là, c'est même là où le village s'est installé. Vous vous imaginez quelqu'un qui a des moutons et des cabris à héberger dans sa maison. Et évidemment, ces moutons et ces cabris participent des nuisances sonores. Parce qu'à un moment donné, leur bêlement et autres gênent l'entourage. On est rentré dans une phase où la dynamique de l'autocontrôle et vis-à-vis de toutes ces nuisances, de toutes ces violences qui sont vécues par les autres, ne s'est pas encore installée. À l'échelle du Cameroun, nous avons la ruralité et l'urbanité. Nous avons, sur le plan de l'occupation géospatiale des villes, vous avez des lieux, par exemple, de commerce, vous avez des lieux de loisirs, vous avez des lieux de prière et vous avez des lieux domestiques. Et si on prend même l'espace domestique, vous verrez que cet espace-là est également compartimenté. On a le séjour, là on reçoit tout le monde. On a les toilettes, on a la chambre à coucher, on a la cuisine, etc. Et la nuisance intervient donc lorsque ce qui doit être fait, c'est-à-dire le son ou l'odeur qui doivent être produits dans un espace se retrouve dans un autre. On peut vous prendre l'exemple de quelqu'un qui va peut-être dormir, qui prend l'autel, là où on prie à l'église, comme sa chambre à coucher. Donc ça devient donc une nuisance. Dans la chambre à coucher, par exemple, vous êtes habillé de façon extrêmement frugale, c'est-à-dire de façon extrêmement simple. Mais si vous vous retrouvez au séjour ou même en route avec une tenue de la chambre à coucher, ça devient une nuisance. Au niveau également de nos tenues vestimentaires, ce problème-là se pose. Aujourd'hui, les uns et les autres
se mettre comme ils le veulent. Dans les amphis, on est bien résolu à cette vérité. Le concept de ville n'a pas les mêmes contours, la même configuration, ni la même résonance sous les tropiques que chez les autres. Il y a des gens qui font pratiquement un élevage domestique avec une très forte proximité avec le voisinage. Et cela tient à un phénomène qui a suffisamment été documenté, à savoir la mauvaise urbanisation de nos villes, au point où on se demande si nos villes sont vraiment des villes. Et je crois qu'il y a des grands spécialistes qui ont dit que nous baignons dans une sorte de ruralité dans l'urbanité. Sociologiquement, on peut comprendre que les uns aient transposé leur modèle d'existence de part et d'autre et qu'en ville, on se soit retrouvé en face de ce qu'on peut appeler, les sociologues et les géographes appellent ça la rurbanisation, c'est-à-dire la rencontre entre le rural et l'urbain dans un même cadre. Et qu'à ce titre-là, pour certains, ça pourrait se faire voir comme étant une crise. Mais d'un autre point de vue, cela, c'est un ensemble d'indicateurs qu'il faut prendre au sérieux en disant, aujourd'hui, il faut construire une ville dans ces modèles, dans ces référentiels, qui soient en rapport avec le fait que les Camerounais sont résolument et radicalement situés entre tradition et modernité. Il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de cloison étanche entre les activités qui sont réservées au monde rural et celles qui doivent être dévolues à l'urbanité. Et je crois que c'est quelque chose qui est suffisamment illustré. Au Bala, ville périphérique à la capitale camerounaise, nous livre une illustration quasi parfaite de comment on se nuit mutuellement, tous ensemble. Le marché est un plein d'œufs qui déborde. La mairie a aménagé non loin d'ici, à 20 mètres d'ici, un dépôt pour permettre aux agents du service d'hygiène de faire la collecte, le ramassage tous les matins. Mais les populations préfèrent venir verser ici pour gâter la route. Le problème de l'insalubrité à Obala provient du fait de l'indiscipline des populations, c'est-à-dire le manque du civisme. Vous voyez par exemple, la mairie a entrepris la fabrication des bacs à ordures, mais quelqu'un préfère verser les ordures en route que de mettre dans un bac. Nous avons aussi un problème des rigoles. Il y a des populations, des personnes qui viennent verser des ordures à l'intérieur des rigoles pour boucher ces rigoles. J'ai une quarantaine de gars avec qui je travaille. On se lève à 3 h du matin et on arrête le travail à 10 h. Ce qu'on fait, c'est balayer la rue, ramasser ces ordures, aller verser au dépôt qui est non loin d'ici, à 5 km de la ville. Dans cette agglomération en plein essor économique, tout s'est décuplé en quelques 10 ans. Les motos étaient 300 en 2007. Elles sont 3000 aujourd'hui. Nous avons beaucoup de chantiers qui nous attendent. Il faut développer notre commune, il faut davantage aménager notre ville. Et si elle est aménagée, elle ne pourra pas, on ne pourra pas tirer profit de cet aménagement dans le désordre. Il y a un grand marché qui a été construit il y a environ 10 ans, qui a une population de 3000 commerçants. Mais tous menacent de sortir pour venir chercher le premier client sur la chaussée. Vous les voyez installés là, c'est tous les jours que nous menons le combat pour les ramener dans les espaces dédiés au commerce. Bon, peut-être que ce n'est pas suffisant parce que au fil des jours, chacun s'improvise commerçant parce que la vie est dure, pour parler simplement. Mais il faut que nous le fassions quand même en tenant compte de certaines petites règles de bienséance et d'ordre public. Pour résoudre le problème de Bala, que les populations soient un peu responsables et aider la mairie, accompagner la mairie à travailler. Il faut que nous revenions à certains
fondamentaux. Une ville n'est pas un village. Ceux-mêmes qui réclament une ville propre sont les premiers à verser des ordures sur la chaussée, à rendre la ville propre. Mais vous ne leur facilitez pas la tâche parce que vous déplacez les petits bacs à ordures qu'on a, qui sont destinés à la précollecte. Obala by Night a peu envié Mvogada, même de jour. Bonjour, monsieur le chef de garage. Vous voyez que quand vos collègues travaillent en route de cette manière-là, ce n'est pas bien. Moi, je loue déjà le peu de propreté que vous faites à votre endroit, c'est déjà encourageant. Mais essayez de sensibiliser vos collègues pour tout ce qu'ils font tout le long de la route. Ici, le lieu dit la casse. Midi à peine passé. On amorce bruyamment le déclin du jour. Cris, klaxons, vacarme des masses que l'on cogne pour redresser une pièce automobile endommagée. Ces gens n'ont pas eu de sommeil de tout repos depuis Mathusalem. C'est le silence et le calme qui sont ici étranges. C'est le style de désagrément de bruit que nous avons en diurne, mais en nocturne, les bars prennent le relais. Donc les multiples ventes emportées qui ne respectent même pas déjà la réglementation font un bruit énorme. Nous n'avons pas, nous, autorités traditionnelles, les moyens coercitifs pour pouvoir mener ces actions-là. De temps en temps, la mairie de Yaoundé mène des actions, mais ces actions-là sont faites de manière sporadique. Nous sensibilisons ceux qui exercent ces petits métiers parce qu'ils sont à la recherche de leur bout de pain. Et en plus, quand ça ne marche pas, nous voyons l'autorité municipale qui fait la police dans la zone. Un vol d'oiseaux sépare la casse de cette enclave dont l'odeur forte précède de plusieurs longueurs la vue du spectacle. Et voici le marché du poulet de Mvogada. La volaille en cage crève la vue. L'odeur fétide vous saisit aux tripes. Vous, le visiteur, beaucoup plus. Je fréquente le marché pratiquement tous les jours. Et donc surtout aux endroits de nettoyage, sur les sites de nettoyage de poulets, porcs, chèvres. C'est vraiment désagréable. Ouais, c'est même insupportable. Donc en général, je dépose, parce que j'ai déjà et des plumeurs et des nettoyeurs. Je dépose, je m'en vais et puis depuis la route, j'appelle et on me remet à distance. Elles, par contre, vivent là, toute la journée. Et ces odeurs rythment leur quotidien. Chaque soir ou le matin, quand on arrive au marché, nous prenons notre lait. Elle boit 2000 litres, moi je bois 2000 litres. Bon, le soir, on prend notre miel, on chauffe un peu d'eau tiède. On met une cuillerée à soupe et puis on boit. C'est le matin qu'il y a beaucoup d'odeur parce que c'est le matin qu'il y a beaucoup de clients et puis il y a beaucoup de travail. On ne peut pas s'habituer à la saleté. Non. C'est pas bien. Et on a le seau le matin pour nos clients, pour laver les mains. Comment comprendre? Il faut juste observer le remugle. Ici, c'est la mise à mort des volailles. Plus loin, on a éviscéré le poulet. À part les plumes, rien ne doit rester. La ménagère, acheteur, va emporter la carcasse de son poulet et quelques bonnes choses de dedans le ventre, comme le gésier, le foie. Une autre clientèle est restée, accro aux viscères, elle aussi. Les autres choses du ventre. C'est pour cela que cette dame se salit les mains au propre. Patricia profite d'ailleurs du week-end pour embaucher ses filles dans cette tâche sans doute ingrate aux yeux de beaucoup. Je viens le matin, je cherche ma marchandise, je pèse comme je pèse là. 13h, 14h, je finis de préparer et pas préparer à la maison.
13h, 14h, je porte ma marmite, je ne vais pas vendre. Quand je rentre, je me nettoie bien avant de sortir vendre. Quand je suis même en route, quelqu'un ne peut même pas imaginer que je suis dans les cacas du poulet. On nous insulte partout qu'on parle les cacas du poulet. C'est déjà arrivé. Quelqu'un t'appelle, tu vas quoi, tu dis les crêpes de poulet, il te dit on mange les cacas du poulet. Tu reportes ta marmite et tu pars. Senteurs, vues et entendues sont une partie, peut-être la plus exposée, de ces nuisances qui nous font veiller tard. Les codes urbains que nos tics et comportements innés brisent sont divers. Lorsque vous utilisez votre auriculaire comme coton-tige pour vous nettoyer les oreilles, ou comme si vous le faites avec une clé ou bien un capuchon de bic, lorsque vous utilisez votre doigt comme cure-dent, ou alors lorsque vous utilisez carrément votre cure-dent comme une brosse à dents permanente. Vous verrez des gens en train de se curer les dents de façon permanente. D'autres construisent leur maison sur la servitude commune. D'autres encore, les hommes surtout, n'ont pas froid de dégainer et arroser le mur du voisin du bar où on a bu toute la journée. Nos villes sont très agressives en elles-mêmes, du point de vue des modalités d'accueil. C'est des villes inhospitalières, à ce titre-là. Et c'est des villes inhospitalières et il est tout à fait normal que finalement, la ville n'ayant pas approprié un modèle d'existence qui crée des conditions d'une hospitalité, il est normal qu'en retour, des populations développent des comportements, de contours qui ne rentrent pas dans un modèle qui leur a été présenté. La nature a horreur du vide. Et quand il y a un vide et qu'on n'a pas présenté un modèle aux uns et aux autres, il est normal que les gens, dans leur dynamique, inventent une ville à leurs normes ou dans leur absence de normes. Un interdit de se garer dans un centre urbain est dorénavant le paradis pour bêtes sauvages. Ceux qui n'ont pas trouvé de place l'investissent allègrement. L'ambiance sonore dans la cour de l'hôpital de Messassi se passe de commentaires. Voici un exemple qu'on peut prendre. Nous sommes à l'extérieur de l'hôpital. On est censé avoir un environnement assez calme, inférieur à 70 décibels, voire 50 décibels. Mais quand on prend les applications de mesure du bruit ambiant, on se retrouve dans les 88 décibels, ce qui est bien au-dessus du seuil de tolérance de l'oreille humaine. Donc on s'expose à des traumatismes sonores et à des problèmes plus tard si on perdu dans un bruit aussi élevé. La loi chez nous est pourtant parfaite. Il est important pour la société globalement de comprendre qu'il n'y a pas un seul comportement qui n'est pas régi par le droit. À partir de là, on peut comprendre que tout acte qu'on pose peut avoir des répercussions déjà sur les autres, donc doit être scruté par la loi. Pour ce qui concerne l'environnement, nous avons de très beaux textes, un arsenal juridique, législatif, réglementaire, qui a prévu toutes les situations, que ce soit les nuisances sonores, que ce soit les eaux usées, que ce soit même les déchets, que ce soit les ordures, tout est prévu par la loi. La loi doit se sentir à l'étroit. Comment l'appliquer dans toute sa raideur quand l'infrastructure minimale fait défaut? La loi de 1996, par exemple, punit d'une amende de 1 million à 5 millions de francs et d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an ou l'une de ces deux peines seulement. Toute personne qui pollue, dégrade les sous-sols, les sols, les sous-sols, altère la qualité de l'air ou des eaux en infraction aux dispositions de la présente loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé. Bon, on doit aussi comprendre qu'il ne suffit pas que la loi l'ait dit. Celui qui doit appliquer la peine, c'est-à-dire un juge, va devoir apprécier aussi si quelques circonstances pouvaient justifier qu'on soit moins sévère. Donc les responsabilités sont quelque part partagées entre les individus, les communes, certaines entreprises aussi, et même l'État.
qui prévoit un cadre et qui doit mettre en œuvre tout le nécessaire pour que celui qui sera en infraction ne puisse pas se réfugier derrière le fait qu'il n'avait pas moyen de faire autrement ou n'aurait pas pu faire mieux que ce qu'il a fait. Les universitaires prononcent une sentence. La violence ne peut répondre qu'à la violence d'une urbanisation inachevée. Il appartient à l'État d'aménager les espaces urbains pour que nous, les villageois, quand nous arrivons, nous sachions comment utiliser l'espace qui devient commun alors que nous sortons d'horizons très différents. Donc c'est à l'État de créer le cadre. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a une situation où les sanctions n'arrivent pas, parce que l'État se reconnaît quelque part défaillant. Une fois que tout est prévu, c'est plus facile de sévir. Mais lorsque l'État n'a pas fait le nécessaire ou la commune n'a pas fait le nécessaire, peut-être est-ce aussi là l'occasion de saluer la décentralisation qu'on nous annonce, parce que les communes pourront être pleinement responsables. On parle de plus en plus de la décentralisation. La décentralisation va s'opérer avec toutes les municipalités de premier et de second degré. Et le premier degré va justement aujourd'hui avoir pour défi principal de produire la ville à l'échelle locale. Et le second degré, qui est celui de la régionalisation, va être de produire la ville à l'échelle régionale et dire quels sont les modèles de ville que nous voulons avoir. On ne demande pas au Cameroun d'avoir un même modèle de ville. On peut avoir des modèles de ville culturellement et géographiquement localisés, situés mais référencés, à condition qu'il y ait derrière l'idée d'une civilité urbaine. Lorsque nous parlons de civilité urbaine, c'est de créer une ville qui est agréable à vivre. Il n'y a pas une culture, il n'y a pas un espace particulier qui peut être exonéré d'un type de pollution. Pour résoudre ce problème-là, il y a d'abord une exigence épistémologique, c'est-à-dire une exigence de connaissance de l'autre. Et il faut peut-être dire en passant que c'est un débat qui s'insère dans le grand débat, dans la grande question d'un vivre ensemble de coexistence pacifique durable. Bon, mieux on connaît l'autre, mieux on peut le tolérer. Ce qu'il faut éviter, c'est de jeter la pierre, c'est de stigmatiser. On comprend l'autre et on se dit, chacun de nous, dans sa culture, a une nuisance qui pose problème à l'autre. La deuxième question qu'il faudra peut-être aborder, c'est une question normative. C'est-à-dire comment faire pour normer, comment faire pour légiférer sur ces questions délicates sans éroder les modes de vie particuliers qui sont les nôtres. Il faudra peut-être passer la parole aux acteurs sociaux, passer la parole aux chefferies traditionnelles, passer la parole aux leaders religieux. Parce qu'on a peut-être éludé volontairement, parce que c'est des questions délicates, parler des nuisances sonores religieuses. Vous savez, la mosquée à côté de la maison, avec les 5 prières journalières, les églises de réveil.